T-minus 17. Final guidance release. We'll expect engine ignition at 8.9 seconds. 10, 9, 8, 7. Ignition sequence started. All engines are started. We have ignition. 2, 1, 0. Yeux grands ouverts. C'est le podcast du média des jeunes écologistes qui vise à donner la parole à toutes les figures qui incarnent cette grande idée qu'est l'écologie. Idée qui se dessine dans le paysage culturel et politique actuel comme la seule voie porteuse de renouveau et d'espoir dans un monde de plus en plus écartelé entre les tentations de repli et les dynamiques persistantes d'une volonté de croissance et de puissance. Nous sommes cette génération climat qui grandit dans un monde en crise et qui sera aussi le moteur du renouveau avec l'ensemble des voix qui font grandir l'écologie comme idée et comme projet politique. Les voix de l'écologie s'entendent ici en deux sens. Ce sont l'ensemble des paroles militantes, habitantes, méditantes de l'écologie. Mais ce sont aussi ces bulletins de vote qui pourraient bien, un jour, mettre l'écologie au pouvoir. Au cours de ce podcast, nous allons donc essayer de défricher les voies VOIES de l'écologie en compagnie des femmes et des hommes qui, aujourd'hui, font bouger les lignes en pensant et faisant advenir le monde de demain. On remercie l'artiste Oswald pour notre bande-son et l'ensemble de l'équipe du média pour sa mobilisation. Spécial municipal, entre janvier et mars 2020, on fait le tour des communes et des campagnes. Aujourd'hui, dans le cadre du Tour des communes, je suis à Tourcoing, une ville au nord-est de l'île qui fait partie de la métropole Lamel. Une ville de 97 000 habitants qui a connu un essor économique pendant la révolution industrielle grâce à l'industrie du textile. Aujourd'hui, Tourcoing, c'est 15 quartiers marqués par des inégalités sociales entre les territoires et qui demandent un vrai plan d'aménagement urbain. En 2014, le premier tour, c'est le candidat Delannoy qui représente le PS, le PC, ELV, PRG, MRC, qui est devant l'UMP, mais le second tour est gagné par l'UMP, Darmanin. Celui-ci démissionne par la suite après avoir été nominé par Édouard Philippe. Depuis, il y a une alternance entre le PS et l'UMP. Aujourd'hui, dans le cadre des municipales, je rencontre Cathy Waldstecker, tête de liste de la liste Tourcoing Vert Demain. Est-ce que, dans un premier temps, tu pourrais te présenter ? Alors, bonjour Romane, je m'appelle Cathy Waldstecker. Je suis tête de liste de la liste Tourcoing Vert Demain, dans la commune de Tourcoing. C'est ma première candidature, j'ai jamais été candidate. Je suis une HSC jeune militante politique, adhérente chez les écologistes depuis seulement 3 ans, militante féministe et puis militante écologiste. Est-ce que tu pourrais nous retracer ton parcours en nous expliquant un peu comment t'en es venue et à la politique et à l'écologie ? Alors, ce serait difficile de dire comment je suis venue à l'écologie. Moi, je pense que dans ma famille, ça a toujours été une question qui était discutée, la défense de la nature, etc. J'ai toujours voté écolo, toujours. Je ne pensais pas m'engager en politique avant de prendre ma carte. Je ne l'avais jamais imaginé, je ne m'étais jamais interrogée. Pour moi, le déclenchement, ça a été de voir en quelques mois l'élection de Trump, le Brexit et la montée quand même. Fait que beaucoup de gens s'intéressent au Front National, que les thèses du Front National se répandent, que ce soit leur discours qui fasse la une des médias, qui m'a poussée à me dire j'ai toujours voté écolo, mais sans jamais pour la présidentielle choisir le candidat. Et j'ai décidé de m'inscrire pour voter pour la primaire. C'était pour moi la première étape. Et puis finalement, en participant à des réunions à Lille, j'ai eu envie de m'impliquer plus. Et notamment, je me suis retrouvée face à une candidate à la primaire et à lui dire qu'il y avait un problème dans sa communication et dans un truc qu'elle défendait.
Et son attaché parlementaire qui était présent m'a dit non mais pour critiquer il faut s'engager. Hein. Et comme j'ai pas mal milité dans des assos, je me suis dit bah ouais il a raison. Moi aussi j'aurais dit ça à quelqu'un qui me disait que ça n'allait pas et qu'il fallait faire mieux. Et donc le lendemain j'ai pris ma carte. Ah, j'ai été vice-présidente d'une grosse association étudiante et puis dans mon parcours professionnel je travaillais aussi avec pas mal d'assos. Mais surtout, j'ai été militante pendant que j'étais étudiante. Ouais. Et du coup, tu disais que dans ton entourage, dans ta famille, on parlait toujours de l'écologie. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient engagés dans ta famille aussi, ou en politique, ou dans des associations Alors, non, aucun militant politique dans mon entourage familial quand j'étais enfant. Toujours pas aujourd'hui d'ailleurs. Mais oui, par contre, un sens de l'engagement. Moi, quand j'étais petite, j'ai accompagné mon père qui animait un café philo et un café littéraire, ce genre d'engagement-là. Donc, de partage, de rencontres. Je pense qu'effectivement, ça fait partie de ce qui m'a construit. Donc, tu as pris ta carte LV. Par quelles étapes t'en es venue à être tête de liste aujourd'hui ? J'ai eu la chance d'avoir la pleine et entière confiance du groupe local d'abord, mais aussi du groupe régional qui m'ont beaucoup soutenu et beaucoup encouragée. Moi, il y a 2 ans, je m'imaginais aider fortement dans sa campagne l'ancien responsable du groupe local, Olivier Descamps. J'aurais beaucoup aimé faire sa campagne. Et puis, il se trouve qu'il a déménagé. Il m'a dit, écoute, on a envie de partir. Il se dit que puisque tu es là, il peut partir. Il te soutiendra de loin, mais ça ira. Et donc, il est parti. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Est-ce que c'est un atout d'être une jeune femme en politique aujourd'hui ? Alors, c'est un atout d'être une jeune femme en politique chez Europe Écologie Les Verts. Clairement, c'est un atout. Je pense qu'il y a plein d'endroits où c'est pas un atout. Un petit exemple, j'ai eu droit à un article de La Voix du Nord il y a 2 jours qui citait dans le centre-ville, il y a des locaux commerciaux qui sont occupés. Il y a celui de Gérald Darmanin et puis il y a celui des Verts. Oui, voilà, ils ont complètement oublié que j'avais un prénom et un nom. Non, c'est pas quelque chose qui est vraiment valorisé aujourd'hui. Je pense qu'évidemment, les autres sont très tentés de nous faire des procès en incompétence et en inexpérience et en incapacité totale de faire quoi que ce soit, finalement. Mais c'est en train de changer. Et là-dessus, le monde politique n'est pas du tout sur la même ligne que les citoyennes et les citoyens, à qui d'ailleurs je me retrouve à dire parfois, non mais c'est pas le seul atout que je présente ma candidature en tant que tête de liste n'est pas le fait que je sois une femme, et puis derrière moi, il y a la parité sur un nombre d'hommes et de femmes qui sont tous pleins de valeurs. Il y a aussi un problème dans l'hyper-personnalisation. Un atout chez les écolos, probablement un atout pour les jeunes, mais pour les autres, peut-être pas encore tout à fait. Est-ce que ça se traduit par des réflexions dans le porte-à-porte Mais moi, on m'a expliqué que j'étais plusieurs fois moins jolie sur la photo qu'en vrai, par exemple. Je pense que c'est censé être un compliment. Voilà, des mecs d'un certain âge qui me disent ça. Bon, après, voilà, c'est... Oui. Je pense que c'est dit sans méchanceté, c'est ça qui est un peu terrible. Donc, je dis, ah bon, c'est sympa. Et puis voilà. Non, oui, il y a un peu de ça, mais par contre, il n'y a pas d'agressivité. Probablement qu'il y a quelques personnes pour qui c'est encore inconcevable et qui n'en pensent pas moins, mais il n'y a rien de dit ouvertement à ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous parler de ta liste et de ton équipe ? Alors, c'est une liste qui est composée de moins d'un 5e de militants Europe Écologie Les Verts, et tout le reste, c'est de la société civile. On n'a aucun ancien élu, c'est un vrai renouvellement. Pas mal de novices en politique, mais de personnes très engagées dans les associations et dans leur ville. C'est ce qu'on voulait, nous. C'est-à-dire que défendre la démocratie permanente, il faut être en cohérence et mettre les citoyens au pouvoir. Je pense qu'on a réussi, et je pense qu'on réussit au quotidien à montrer qu'en fait, ça permet de mener un projet de grande qualité. On a aujourd'hui plein de gens hyper motivés. Bon, d'ailleurs, là, on a la permanence, et comme il ne faut pas faire trop de bruit pendant l'enregistrement, ils sont tous à la porte en train d'attendre avec leur vélo et tout. Et on les a enfermés dehors. Voilà, on les a enfermés, ils sont dehors. Mais oui, effectivement, ils sont pour l'instant coincés dehors. Voilà, mais donc tu peux voir que c'est hyper varié. On a aussi une grande diversité dans notre liste. On voulait de la diversité culturelle. On voulait aussi intégrer des personnes en situation de handicap. On voulait intégrer tous les milieux socio-professionnels.
On a aussi bien le traditionnel prof qu'on trouve toujours dans les listes écolo, parce que forcément, mais un peu dans les autres listes aussi, mais surtout dans les listes écolo, on aime bien les profs, mais on a aussi des ouvrières, on a des entrepreneurs, enfin c'est hyper varié. Et c'était important que ça ressemble à la ville en fait, et je crois qu'on a réussi ça aussi en termes d'âge, avec une liste rajeunie, je dirais, par rapport aux listes habituelles. Et ça, c'était important aussi. De 19, on me souffle que notre liste va de 19 à 81 ans. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous présenter Tourcoing ? La ville de Tourcoing. Je pense que pour parler de Tourcoing, il faut parler des Tourquenois d'abord, des Tourquenoises et des Tourquenois. C'est des gens extrêmement, qui ont vraiment le sens de l'hospitalité, qui sont très ouverts et en même temps qui ont une franchise incroyable. Et ça peut être à double tranchant, mais moi c'est quelque chose que j'aime bien. On parle clair, on parle vrai ici, et ça c'est vraiment quelque chose de très positif. Enfin, c'est vraiment ce que j'adore au sujet de cette ville. Voilà. Et puis c'est un village en fait. On est une ville de 97 000 habitants, qui est un vrai village avec plein de gens qui se connaissent. Rien que là, on est en train d'enregistrer dans le local de campagne, et on a des gens tous les jours qui viennent, qui passent la porte et qui viennent boire un café. Enfin voilà, et ça c'est vraiment ce qui représente à la fois la région et particulièrement la ville. Quels sont les grands enjeux que traverse la ville de Tourcoing aujourd'hui ? Comme toutes les anciennes villes industrielles du nord de la France, il y a la question du chômage qui est extrêmement importante. Aujourd'hui, on fait face il y a une grande partie de la population qui fait face à des difficultés vraiment énormes au quotidien, d'accès à l'emploi, d'accès aux soins médicaux, d'accès à un logement décent. Donc ça, pour nous, c'est des enjeux hyper importants. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec des personnes qui, il y a 2 ans, nous disaient, quand on leur demandait ça, vous parlez d'écologie, nous disaient « Ah non, mais moi, là, dans ma vie, c'est tellement compliqué que là, s'il faut rajouter ça en plus, c'est trop. » Et qui, aujourd'hui, sont en train de prendre conscience qu'en fait, l'écologie, c'est important pour eux parce que c'est la santé, parce que c'est le bien vivre, parce que c'est vivre dans un logement décent, parce que c'est bien nourrir ses enfants. Et on est en train de voir un total bouleversement dans les préoccupations des citoyens. Vraiment, c'est en train de transpercer, de traverser toutes les couches de la société. Et ça, c'est vraiment intéressant. On est dans une ville extrêmement minéralisée, avec... il y a du béton partout. Gérald Darmanin, il a mené une politique en plus très anti-écologiste pendant 6 dernières années. Pour être très clair, il est arrivé, il a battu des arbres et scié des arceaux à vélo pour construire des places de parking. C'est même pas de la caricature, c'est littéralement ce qu'il a fait. Donc évidemment, ça crée une réaction. Les gens voient bien que quand on dépense des millions pour construire la Grand Place, on abat tous les arbres. Et aujourd'hui, ils n'en veulent plus. Ils comprennent aussi les enjeux liés à la canicule, liés à la sécheresse. Voilà, c'est quelque chose qui les inquiète. Ça, c'est des choses qui vous disent pendant les porte-à-porte, ou c'est des... C'est des choses qu'ils disent pendant les porte-à-porte, et c'est des choses qu'ils disent quand ils passent la porte donc, de la permanence. Ouais. Oui, vraiment. Les gens font vraiment totalement le lien entre la canicule qu'il y a eu cet été, le fait que les fleurs soient en train d'éclore dans leur jardin ou dans le parc à côté de chez eux, et la sécheresse où on leur dit, parce que en ce moment dans la Melle, on est en train d'aller forer dans la craie pour pouvoir aller chercher de l'eau, et donc on a envoyer un message d'alerte à tous les jeunes parents pour leur dire ne donnez pas de l'eau du robinet aux enfants de moins de 6 mois. Donc, ils comprennent très bien qu'on est en train de vivre une période compliquée et dangereuse. Il y a la sécheresse aussi qui a fait beaucoup de dégâts avec des maisons qui se sont effondrées. Tout ça, ils arrivent à le lier quand même très bien à la crise écologique, et ils se disent finalement les seuls qui répondent à ça, qui nous touchent au quotidien, c'est les écologistes. Les autres, ils font des promesses qui sont assez déconnectées de nos préoccupations au quotidien. Oui. Et j'ai vu dans votre programme celui de ta liste, que vous vouliez ne pas limiter la politique aux élections et en fait mener une sorte de politique participative. Est-ce que c'est le cas et comment vous l'imaginez Pour nous, il est... Alors, déjà, on part d'un constat. Aujourd'hui, la démocratie est très très abîmée à Tourcoing. Ça fait des années, et ça date pas de Darmanin finalement, qui a un fort clientélisme auprès des associations, auprès des structures, de l'ensemble des corps intermédiaires finalement, et que en fait, Darmanin, il est arrivé dans un système qui était construit un petit peu de manque de transparence, de copinage,
Et il a profité à fond de ce système. Et il a puni d'ailleurs des gens qui avaient participé avec ses prédécesseurs. Mais c'est quelque chose sur lequel nous, on a l'ambition d'agir fortement là-dessus en se disant qu'il faut maintenant installer des garde-fous pour empêcher que ça se reproduise et pour empêcher que les suivants puissent le refaire. Voilà. Il y a un énorme problème d'opacité. C'est-à-dire que l'open data, c'est un concept complètement étranger à la majorité actuelle. Avoir le moindre document est une difficulté incroyable. On n'a jamais de réponse aux mails. Il faudrait faire des requêtes au centre d'accès aux documents administratifs pour la moindre chose. Enfin, c'est vraiment catastrophique. On a des assemblées de quartier aujourd'hui qui sont en fait des conférences où un élu vient avec un PowerPoint expliquer ce qui va se passer sans jamais faire participer qui que ce soit. On n'a pas de budget participatif, ça n'existe pas. Pas de conseil municipal des jeunes, pas de conseil municipal des enfants. Enfin, tout ça, c'est des choses. On a complètement dépossédé les gens du moindre pouvoir d'agir. Et finalement, en 6 ans, on leur a jamais demandé leur avis sur rien. Voilà. Et ça sert à rien puisque Darmanin est un génie, donc de toute façon, il peut décider tout seul, mais c'est quand même vraiment problématique. Et on sent une frustration à ce niveau-là et un désengagement évidemment, parce que ça nourrit l'abstention. Oui. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous allez faire comment vous l'imaginez, cette participation citoyenne? La première chose, c'est qu'il faut ouvrir l'information à toutes et à tous. Donc, il faut rentrer dans une ère de la transparence. Il n'y a rien à cacher. Vraiment, et il faut aussi avoir de la transparence vis-à-vis des élus d'opposition. Aujourd'hui, ils sont tenus aussi à l'écart de l'information. Ça aussi, c'est un problème. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, nous, on envisage et on mettra en place en septembre 2020 une grande convention citoyenne qu'on appellera les assises de la citoyenneté tourquenoise, de façon à présenter l'ensemble des outils de démocratie participative qu'on va mettre en place. Évidemment, il faut un budget participatif dans une ville. Aujourd'hui, quand je dis qu'il n'y a pas de budget participatif, en fait, il y a 20 000 balles dont on ne sait pas comment ils sont dépensés et qui répondent pas à un appel à projet. C'est juste que, en gros, les assemblées de quartier, les conseils de quartier ont le droit à un petit peu de cet argent, mais parfois, pour une demande de 400 €, alors que les 20 000 n'ont pas été dépensés, on leur dit quand même non. Donc, et c'est un problème, parce que si les citoyens ne savent pas ce qui a été demandé, pourquoi, ce qui a été distribué, comment... En fait, finalement, on n'est plus dans le budget participatif. On n'est plus du tout dans un outil de démocratie. Donc ça, c'est des choses qui sont à mettre en place. Évidemment, on veut renforcer la place des jeunes dans cette démocratie, d'autant que on a la chance d'avoir des associations de jeunes qui sont mobilisées, à la fois sur les sujets de citoyenneté, mais aussi d'autres sur les sujets de l'écologie. Et donc, il faut favoriser ça. Il y a une demande à laquelle aujourd'hui la majorité ne répond pas. Oui. Tout à fait. Enfin, d'après ce que j'ai lu sur Tourcoing, c'est aujourd'hui frappé par, très marqué par les inégalités de territoire, les inégalités territoriales. Qu'est-ce que peut l'écologie pour essayer de résoudre ces inégalités, ou en tout cas de... Alors déjà, je pense qu'on propose une totale révolution dans la façon d'envisager les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la métropole, parce que ça dépasse en fait le Tourcoing, on pourrait prendre ça à plein d'échelles différentes. Donc on va partir de l'échelle la plus grande. Il y a la MEL aujourd'hui, la métropole de Lille, qui chaque jour vide les territoires voisins de tous ses habitants, les vide de ses entreprises, etc. et installe dans ces territoires, installe par cette politique d'attractivité, installe dans ces territoires-là d'immenses entrepôts logistiques pour pouvoir être livrés, vous savez, en moins de 24 heures, parce que vraiment, on a besoin de tout et de n'importe quoi en moins de 24 heures, livré au pas de sa porte, ou alors dans un distributeur, dans une gare, qu'on n'utilisera bientôt plus que pour ça, si on suit les politiques actuelles. Et d'autre part, dans la MEL, il y a la ville de Lille, pareil, qui joue cette absorption avec des tas de personnes qui vont tous les matins à Lille pour travailler. Et dans Tourcoing, là aussi, on a dans les quartiers, on va dire dans les quartiers périphériques, plus de commerce, plus de services, plus rien, et tout se concentre dans le centre-ville. On voit bien qu'à la fin, il y a les quartiers les moins désavantagés, les voisinages, les territoires les plus désavantagés par ce système, et des territoires d'autre part qui étouffent complètement, qui saturent et qui ne fonctionnent plus. Ce que proposent les écologistes vis-à-vis de ça,
comme première chose, c'est d'arrêter la politique de compétition et de passer dans une politique de coopération. Ça, c'est vraiment la base. Il est absolument nécessaire de recréer du lien et de dire que chaque territoire a son rôle et que chacun doit travailler de concert pour que tout se passe bien. On a besoin de mettre des commerces partout. On est dans une ville, comme toutes les villes de France, qui est vieillissante. On a besoin d'avoir des commerces de proximité partout, si on veut garder l'autonomie de nos seniors. Et puis, on a besoin aussi de créer de l'emploi partout, de relocaliser l'emploi. Voilà, c'est ces logiques-là aujourd'hui qui doivent se mettre en œuvre. Oui. Voilà. Et puis, évidemment, les services publics. Depuis 6 mois, il n'y a pas un seul bébé qui est né à Tourcoing. Dans n'importe quelle ville de France, quand une maternité ferme, le maire est le premier sur les barricades. À Tourcoing, comme le maire est ministre du budget et que c'est lui qui préside l'hôpital, eh ben, il ne se passe rien. Il n'était pas là. Voilà, il n'était pas là. Non, il n'était pas sur les barricades. Est-ce qu'en tant que maire de Tourcoing, au sein d'une métropole, il y a un vrai levier d'action? Et comment elle se met en place, cette coopération au sein, j'imagine, des villes qui sont plus petites que Lille? Alors, donc l'imbrication de la... Alors, le pouvoir de Tourcoing dans la Maine, il est évident. Tourcoing, c'est la 2e ville du département. Oui. Finalement, on est dans une métropole où la ville-centre ne fait que 2 fois et demi la seconde ville de la métropole en termes de population. Okay. Et Roubaix est quasiment derrière Tourcoing en termes de population. Finalement, voilà, si je grossis le trait, 250 000 habitants pour Lille, 97 000 pour Tourcoing, on est à quoi? On est à 96 000 peut-être pour Roubaix, à peu près ça. Voilà, bon, en gros, ouais. On voit bien qu'on a un poids énorme finalement. Ouais. Si on rajoute à ça environ 60 000 pour Villeneuve-d'Ascq, finalement, on arrive quasiment au poids de Lille. Donc, les maires des communes périphériques peuvent beaucoup. Et d'ailleurs, c'est ce qui joue aujourd'hui à la Melle. À la Melle, aujourd'hui, c'est pas Martine Aubry, maire de Lille, qui a le pouvoir, c'est les maires des petites communes parce qu'ils sont tous associés, parce que finalement, ils représentent plus en termes de sièges que le poids de leur nombre d'habitants. Donc en fait, on peut faire, et c'est ce que les écolos ont fait sur le dernier mandat, en travaillant tous ensemble et en ayant à la fois des logiques de travail sur des thématiques, ouais. Et puis donc en faisant de l'accord de projet finalement, hein, et puis en ayant aussi des logiques territoriales. Donc et ben voilà, le bassin nord-est s'accorde pour défendre une politique. Tel groupe de villes s'accorde sur un autre. Voilà. Et on peut vraiment avoir du poids, et la ville de Tourcoing a suffisamment d'élus pour vraiment être moteur. Voilà. Ok. Est-ce que si tu deviens maire de Tourcoing avec les autres élus à la métropole de Lille, est-ce que c'est envisagé de faire de la participation citoyenne au sein de la métropole ? Tout à fait. Alors, première chose, c'est que déjà, on défend, nous, comme à Lyon, la proportionnelle pour la métropole, parce que vous savez, aujourd'hui, on a ce super réflexe dans toute la Melle. Un citoyen s'adresse à un élu, qu'il soit maire, adjoint ou conseiller délégué, en lui disant « Nous, on aimerait bien ceci ». Et on lui répond « Ah, mais on peut pas, et c'est la faute à la Melle ». Voilà. Y compris des élus, évidemment, qui siègent à la Melle, mais qui disent « On peut pas, c'est la faute à la Melle », c'est-à-dire à moi-même. On a même des élus qui ont monté des pétitions contre eux-mêmes suite à la casse du service public de transport en janvier. C'est quand même formidable. Ils ont voté un truc, puis écrit une pétition pour demander à eux-mêmes de quand même rectifier les choses parce qu'ils avaient pris vraiment une mauvaise décision. Et visiblement, ils n'ont toujours pas accepté leur requête à eux-mêmes puisque les choses ne se sont pas arrangées. On est quand même dans ce genre de situation. Il y a une vraie déconnexion. Alors, la démocratie participative, en gros, l'idée, c'est qu'on veut un organe... Alors déjà, on veut un organe de contrôle parce qu'aujourd'hui, on a de la démocratie participative dans la Melle. On a même des documents comme ça, ouais. Qui sont illisibles sur Internet, des trucs monstrueux dans les consultations. Ouais. Il y a des consultations à tout va, personne n'est jamais au courant. Ouais. Et il faut se taper 800 pages de documents pour répondre. Donc, c'est complètement absurde. Donc, l'idée, c'est 2 choses. Référendum d'initiative citoyenne. Ouais. Et okay. Conseil de développement ouvert. Alors, conseil citoyen pour le climat et commission métropolitaine du débat public. C'est là l'enjeu. La façon dont on va remettre de la démocratie au sein de la Melle, évidemment, nous, on défend le suffrage universel, direct et proportionnel pour les élections de tous les conseillers métropolitains. D'ailleurs, je le défends même ailleurs que dans la Melle. Il faut que ce soit comme ça partout, évidemment. Mais nous, on a bien envie de rejoindre Lyon dans cette aventure-là.
On souhaite mettre en place des budgets participatifs. Ça, c'est important. Ça permet d'identifier la MEL comme un des acteurs. Aujourd'hui, c'est eux qui ont les sous pour mener plein de politiques, mais les citoyennes et citoyens qui ne sont pas très politisés ne s'en rendent pas compte. Donc, c'est important de réexpliquer, de redéfinir le rôle de la MEL et de le clarifier dans la tête de toutes les métropolitaines et tous les métropolitains. Parce que justement, le fait aujourd'hui de dire c'est la faute à la MEL quand on ne fait pas le job dans sa ville, ça brouille complètement la perception. Aujourd'hui, il y a beaucoup de concertations aussi qui sont menées par la MEL, mais c'est des choses absolument illisibles. Il faut se taper 800 pages de documents pour répondre à des questions. Moi, d'ailleurs, je fais un truc systématique, c'est quand je réponds à une concertation, j'ai souvent pas le temps de lire tous ces documents. Par contre, je fais une réponse qui dit cette concertation est mal organisée parce qu'il y a trop de documents et que finalement, personne ne peut répondre sérieusement. Les associations ont même besoin de travailler collectivement pour pouvoir répondre à ces concertations. Donc, c'est quand même vraiment catastrophique. On doit avoir certaines concertations sans aucune réponse, probablement, tellement c'est compliqué. Ce qu'on veut mettre en place, c'est une commission métropolitaine du débat public pour garantir que les concertations, elle est de qualité, c'est-à-dire qu'on a vraiment mis en œuvre, on a vraiment mis en place des outils dont chaque citoyenne et chaque citoyen pourront s'emparer. Sinon, ça ne marche pas. Et puis, évidemment, on défend un référendum d'initiative métropolitaine. C'est important que les citoyens puissent directement saisir la métropole sans passer par les élus. Et puis, un droit de pétition métropolitaine, ça, c'est des choses importantes. C'est incroyable, finalement, que ce ne soit pas encore mis en place. Oui. Et vu que ça va être un tel changement dans juste la culture politique des citoyens et des citoyennes, comment on fait pour réussir à faire ce changement culturel du rapport à la politique ? Moi, je vais reprendre ce que disent les élus à Los Angeles, voilà, une ville écolo voisine. C'est que tant qu'on demandera aux citoyens de choisir entre un pot de fleurs rouge ou un pot de fleurs bleues, ils s'y mêleront pas. Mais quand on commencera à leur donner le pouvoir de vraiment avoir... vraiment pouvoir donner leur avis sur les investissements et sur ce que fait la ville, mais sur des politiques qui sont vraiment transformatrices, là ils s'en empareront. En réalité, quand on parle de politique, et je pense que c'est quelque chose qui est observable dans toutes les villes de France, les gens ont plein d'idées, les gens aimeraient être plus écoutés. À partir du moment où on le fera, il y aura un engagement. Je pense que c'est pas plus compliqué que ça. Après, il faut être d'accord pour écouter. C'est ça qui est difficile en fait pour les élus actuels, pas autre chose. Et puis il faut mettre en place les outils efficaces. Aussi. Moi, je pense que l'un des problèmes, et ça va forcément parler aux jeunes écolos, l'un des problèmes à Tourcoing, c'est qu'aujourd'hui, on mène une politique qui est électoraliste. Et donc, puisqu'aujourd'hui, les personnes âgées votent en masse et les jeunes ont du mal à se déplacer aux urnes, finalement, qu'est-ce qu'on propose ? Qu'est-ce que Darmanin propose ? Il propose la gratuité, enfin le remboursement des transports pour les personnes âgées. Il propose d'améliorer le colis de Noël. Enfin, moi, je suis très contente de lutter contre l'isolement des seniors, mais je pense qu'on doit mener une politique qui parle à toutes et à tous. Et en l'occurrence, les jeunes ont besoin d'être accompagnés dans leurs soins, ils ont besoin d'être accompagnés dans leur logement. Aujourd'hui, il y a des vrais problèmes pour loger décemment nos étudiants. Ils ont besoin d'être accompagnés pour pouvoir quitter le domicile familial quand ils en ont l'envie, le besoin. Ils ont besoin d'être accompagnés dans leurs loisirs aussi au quotidien. J'ai vu que tu avais un fort programme sur les transports et la gratuité des transports. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Alors moi, je fais partie depuis 2 ans et demi maintenant du collectif des usagers de transport de la MEL, dont je suis porte-parole. Là-bas, j'ai été sollicitée pour parler un petit peu des questions de sécurité pour les femmes dans les transports. Et puis c'est un sujet passionnant au-delà de ça. Il se trouve qu'il y a un fort enjeu dans la MEL avec des transports aujourd'hui qui sont complètement insuffisants et avec beaucoup de personnes qui font leur déplacement quotidien en voiture. On a défendu la gratuité des transports, mais financé sérieusement et avec un plan de transport développé. Donc nous, notre méthode, c'était de faire comme un Dunkerque. Dire que la gratuité seule, ça ne fonctionne pas. La gratuité avec un super réseau, ça provoque du report modal. Et puis il faut rappeler, on est quand même dans une métropole avec 1800 morts prématurées par an dues aux particules fines. On est l'île championne des particules fines en France.
on était obligé de mettre en place une politique responsable et pour nous, ça passait par le droit à une mobilité durable pour tous. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire aux gens « va falloir lâcher votre voiture parce que vous tuez beaucoup de monde avec votre voiture », ce qui est vrai et c'est un discours de vérité qu'il faut tenir auprès des gens, mais on ne pouvait pas le faire sans leur proposer une façon de se déplacer en échange. C'est vraiment un nouveau contrat social qu'on propose. C'est-à-dire on va vous demander de délaisser votre voiture auquel vous êtes attaché et qui est encore vraiment un symbole fort dans notre région. Mais par contre, vous allez avoir des transports hyper performants, hyper confortables, où que vous habitiez. C'était ça l'enjeu, vraiment. Oui, donc augmenter l'offre de transport. Un plan d'urbanisation pour réduire la place de la voiture. Ben, déjà, ça passe par l'offre de transport. Pour nous, ça va se traduire par des lignes de bus à haut niveau de service, et donc évidemment, qui vont reprendre des voies à la voiture, par des trams. Là encore, on va reprendre de la place sur la chaussée qui est aujourd'hui réservée à la voiture. Et puis, développer aussi un fort réseau cyclable. On est aussi dans un territoire qui est historiquement cycliste, et il faut y retourner. Okay. Voilà, dans le Paris-Roubaix notamment, par exemple, chez nos voisins. C'est incroyable de voir des photos d'époque datant d'il y a 50 ans où absolument tout le monde va au boulot à vélo. Et aujourd'hui, on en croise très peu des vélos. On est d'ailleurs un peu en chute du classement des villes cyclables là, suite au baromètre cyclable de la MEL. Donc, au baromètre cyclable de la FUB. Et donc vraiment, là, il y a beaucoup à faire sur cette question. On est sur un territoire qui est plutôt plat. Donc, il y a plein de choses à faire. Enfin, vraiment, les gens doivent pouvoir venir en vélo. Voilà. Ok. Un programme féministe ? Forcément. Alors moi, je suis engagée auprès de nous toutes. C'est moi qui ai initié la marche Nous Toutes, la première en 2018, qui a été un très beau succès en 2018, 1500 personnes à Lille, et puis 3000 en 2019. Oui. Donc, un élan incroyable qui s'appuie aussi sur des tas d'associations. J'ai la chance aussi d'avoir une militante féministe antiraciste, Zakia Meziani, sur ma liste, dans le haut de la liste, qui a un très bel engagement et voilà un beau discours sur le féminisme intersectionnel. Et ici, le féminisme, il ne peut pas être blanc bourgeois, il est obligé d'intégrer les problématiques de race, les problématiques sociales, les problématiques de handicap. On est une ville où il y a un fort taux de handicap, et puis voilà, de religion, etc. Enfin voilà, c'est des choses qu'il faut absolument intégrer. Et donc on est très fiers de proposer des mesures pour une ville inclusive. Ça passe par une politique de financement du sport genré, où là il y a un gros souci. On a des beaux clubs de sport, mais masculins. Tous nos champions sont des champions hommes, et du coup on voit bien qu'ils récupèrent la majorité du pactole municipal pour le financement de leurs équipements et de leurs compétitions. Ça, il faut vraiment le rééquilibrer. Une politique aussi qui sécurise les rues, qui fasse la ville inclusive, la rue inclusive, le quartier inclusif. Ça passe par une police municipale qui est à pied plutôt qu'en voiture, et qui est dans une relation de confiance plutôt que dans une logique de répression comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà, ça c'est 2 points, on va dire, qui me viennent à l'esprit, mais on travaille vraiment sur ce sujet. On va les libérer. La porte s'ouvre et les militants qui avaient froid et les militantes rentrent frigorifiées. À la fin de l'entretien avec Cathy, j'ai la chance d'assister au début de la réunion publique. Dans la salle, une dizaine de personnes qui ne font pas partie de la liste. Parmi ces personnes, il y a 3 jeunes, 2 collégiens et une lycéenne, qui ont lancé une junior association qui s'appelle Ecoami, et 2 familles. On y parle place des jeunes à Tourcoing, on y parle logement vacant, bétonisation, risque d'effondrement des habitations, on y parle de l'isolation et de la baisse du prix de l'électricité lorsque les logements sont bien isolés. On y parle moyens de financement de la transition, où aller chercher les sous, comment innover, comment attirer, comment renforcer l'attractivité de la ville. On y parle évidemment de la MEL, on y parle également des institutions culturelles, et on y parle aussi un peu du manifeste des jeunes écolos. Commun, commune, reprenons tout. Ce n'est pas forcément d'ailleurs sur la culture comme on entend parfois en parlant d'aller au théâtre, ou d'aller écouter de la musique, ou d'aller
au musée. Et l'idée, et je ne sais pas si c'est un nom qu'on va garder, mais en tout cas la description qu'on a lue dans le programme Commune Comment, je l'ai bien dit, c'est bien Oui. ça, Commune Comment. J'ai l'impression qu'il y a des articles au milieu, je les avais oubliés, mais c'est bien. Des jeunes écolos parlaient d'une université populaire de l'écologie et de la culture. Et nous, c'est exactement ça qu'on était en train de chercher à mettre en place. La description qui, en fait, répond à la question des droits culturels, je pense. Cette question qui est abordée dans le programme des JE, c'était pour nous ce qui manquait pour dire, en fait, chacun va venir apporter ce qu'il sait faire. Voilà. Et pour nous, on a déjà une idée très claire de l'endroit où on veut le faire. Puis il se trouve que c'est parfait parce qu'il vient d'être acheté par la mairie. Il vient d'être acheté par la mairie pour refaire une galerie commerciale, parce que vous savez, on n'en a pas assez de galeries commerciales pour tuer nos petits commerces. Et donc là, au milieu de cet îlot-là, il y a un énorme cinéma en fait, qui a une sortie, la rue du Havre, et qui a surtout la grande entrée qui est rue Nationale. Nous, on pense que ce serait l'endroit idéal pour organiser comme ça une université populaire de l'écologie et de la culture. Un endroit où des personnes puissent venir partager les savoirs qu'ils ont, c'est-à-dire faire un cours de couture pour réparer soi-même ses vêtements, faire un cours de jardinage, mais aussi faire un cours de langue, etc., des échanges, des ateliers, du do-it-yourself, de la réparation, installer une outil tech, et puis pourquoi pas un cours de danse, un cours de... Voilà, et échanger un peu les savoirs que chacun et chacune porte, et partager autour de ça. Voilà, on a un équipement en plein centre-ville qui permettrait de le faire. Je pense que c'est plus intéressant d'aller installer encore des enseignes de prêt-à-porter, même si on n'en a plus beaucoup, il faut le dire, les rideaux sont baissés. Mais je pense qu'au quotidien, on a plus besoin de ça que à nouveau des commerces d'aliments, etc. Puis redévelopper plutôt du coup du commerce de proximité. Voilà, avoir dans chaque quartier un primeur, un boulanger, etc. Enfin, des choses qu'on a besoin au quotidien en fait.